Monsieur Tresmontant, en cette fin de XXe siècle, il existe une philosophie dominante. Cette philosophie, c'est le néopositivisme. Quelle analyse faites-vous de cette philosophie? Alors, cette philosophie, le néopositivisme, elle provient au fond d'Emmanuel Kant et de la critique der reinen Vernunft, la critique de la raison pure. Ensuite, elle provient évidemment d'Auguste Comte, et puis des disciples allemands et anglais de Kant et d'Auguste Comte. Alors, pour nous en tenir à l'essentiel, le néopositivisme, qu'on peut appeler aussi le scientisme, est une philosophie selon laquelle les sciences expérimentales sont possibles. Il n'y a de sciences que les sciences expérimentales, et aucune analyse rationnelle n'est possible à partir du donné qui nous est découvert par l'astrophysique, la physique, la biologie, et donc on doit s'en tenir à la constatation des faits. L'immense majorité des savants du monde entier, américains, anglais, chinois, japonais ou autres, appartiennent à cette tendance générale. Il n'y a de sciences que les sciences expérimentales, et donc ce que les scolastiques appelaient la philosophie première ou la métaphysique n'est pas une science. Ça relève de la littérature. Bon, c'est une distraction comme de jouer au violon ou de jouer aux billes, mais ce n'est pas une connaissance certaine par la raison. C'est bien sûr une philosophie que vous condamnez de votre côté. Bon, alors, pour ma part, n'est-ce pas, bien entendu, je n'ai pas condamné. Étant entré dans le champ de bataille de Waterloo, et essayant de voir ce qui se passe, je constate que il existe en effet des sciences expérimentales merveilleuses qui sont l'astrophysique, éblouissante, la physique, la chimie, la biochimie, la biologie fondamentale, la neurophysiologie, et que ces diverses sciences de l'univers et de la nature nous ont découvert au XXe siècle un spectacle d'une beauté inépuisable. C'est-à-dire qu'en somme, nous avons découvert au milieu du XXe siècle que l'univers est un système en régime de création continuée, une improvisation continuée, et en somme, cela, tous les savants, tous les chercheurs du monde le voient. Tout le monde le voit, tout le monde l'admire, tout le monde est ébloui. Bon, sur ce point donc, c'est-à-dire le donné, il n'y a pas de désaccord. Il y a un désaccord seulement de la part des philosophes dominants, c'est-à-dire Heidegger, Sartre, Madame de Beauvoir, etc., qui n'ont jamais pris la peine de regarder ce qui se passe du côté des galaxies parce que ça ne les intéressait pas. Chacun choisit ce qui l'intéresse. Bon, en tout cas, du côté des chercheurs du monde entier, tout le monde voit le même spectacle. Alors la question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'en tient à la description du fait, c'est-à-dire de cette symphonie inachevée qui est en train d'être composée? La plupart des savants du monde pensent qu'on ne peut pas faire autre chose. Pourquoi le pensent-ils? Ils le pensent parce que leurs collègues qui s'intitulent eux-mêmes philosophes leur disent mais c'est impossible de faire autre chose. Par exemple, lorsque des astrophysiciens comme Jean-Claude Péquet au Collège de France enseignaient l'astrophysique, il y avait au Collège de France, il y avait Michel Foucault, pour qui bien entendu se poser des questions sur l'être de l'univers et sa finalité, comme disait Foucault, ça relève du rire. Ça ne relève pas de l'analyse ni de la discussion. Alors donc, lorsqu'on est dans ce champ de bataille et qu'on examine les positions, on découvre assez vite que ceux qui voient les problèmes métaphysiques aujourd'hui, ce sont les astrophysiciens, les physiciens, les biologistes, les naturalistes et les zoologistes. Ils les voient. Ils pensent qu'il n'est pas possible de les traiter parce qu'ils n'ont pas l'apprentissage technique pour le faire. Et leurs collègues du Collège de France, enfin ceux qui sont célèbres, ceux qui règnent et ceux qui dominent, leur expliquent qu'il n'est pas question de traiter ces problèmes puisque Kant l'a interdit et qu'Auguste Comte l'a interdit. Et donc c'est une sorte de terreur qui pèse sur eux. Or, ils les voient les problèmes tandis que les philosophes de profession ne les voient pas. Manifestement, ils ne les voient plus parce que d'abord, ils ne s'intéressent pas à la nature ni à l'univers. Ils s'intéressent aux fantasmes,
à l'inconscient, aux structures élémentaires de la parenté, tout ce qu'on veut. Et l'univers et la nature n'intéressent pas les philosophes dominants au XXe siècle. C'est un phénomène extrêmement curieux de voir à quel point la philosophie dominante en Allemagne, en France et ailleurs est acosmique, c'est-à-dire caractérisée par un mépris profond de l'univers et de la nature. On peut même ajouter, chez Sartre, Madame de Beauvoir et beaucoup d'autres, qu'elle est quelque peu cathare. C'est-à-dire qu'il y a un mépris pour le biologique qui est très curieux. Madame de Beauvoir raconte dans ses mémoires que quand elle renvoyait son amant, elle dit « Nos corps se retrouvaient avec plaisir ». On se demande ce que faisaient les âmes pendant ce temps-là. Madame de Beauvoir était formée à la Sorbonne, à l'anthropologie de Descartes, l'âme et le corps. Et donc, il y a un mépris du biologique, un mépris du physiologique qui est extrêmement curieux chez ceux qui dominent, de qui dominaient et qui dominent toujours. Chez Heidegger, qui était 12 ans séminariste, qui n'a aucune formation scientifique. C'est une génération pour qui les sciences de l'univers et de la nature sont tombées sur la tâche aveugle. Alors la situation étant telle, reste la question de savoir si la terreur qu'ils font peser sur les scientifiques, si elle est justifiée, il n'en est rien. Parce que dès lors qu'on se demande sur quoi repose cette terreur, on voit qu'elle repose sur les présupposés. Alors les présupposés initiaux sont ceux de Kant. Kant est enseigné dans l'université française depuis 2 siècles, à peu près comme autrefois dans les temps jadis, on enseignait les Saintes Écritures, et il n'est pas question, bien entendu, de critiquer. Or, quand on examine les présupposés de la critique kantienne, on s'aperçoit qu'ils sont énormes, ils ne sont pas perçus. L'un d'entre eux, par exemple, c'est l'idée fausse, bien entendu, que l'univers et la nature en tant que tels ne sont pas informés, que si nous trouvons de l'information dans l'expérience que Kant appelle die Erfahrung, c'est tout simplement parce que le sujet connaissant projette sur ce qu'il appelle le Rohstoff, la matière brute, l'intelligibilité, en sorte que l'esprit retrouve ce qu'il a mis dans l'expérience. Alors l'idée que la réalité objective en tant que telle est Rohstoff, matière brute, c'est une idée extrêmement curieuse, c'est une idée très archaïque qui remonte aux matérialistes grecs du 5e siècle avant notre ère. L'idée secrète de Kant, c'est qu'au fond, l'univers est fait à partir du chaos originel, ce qui est la grande idée des atomistes. Kant qui débouche sur l'idéalisme, forcément. Tout à fait, bien entendu. Et alors, donc ce premier présupposé archi-faux, bien entendu, dès lors qu'on découvre plusieurs présupposés archi-faux sous le monument qu'est la critique de la raison pure, le monument s'effondre.